Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale Relations algéro-françaises. Quelques jours après la réélection du président français Emmanuel Macron, nous sommes donc le jeudi 28 avril 2022. En accord donc avec les déclarations d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017 sur la colonisation française en Algérie, le 8e président français manifeste à l'Algérie sa volonté d'avancer ensemble sur la question mémorielle. Emmanuel Macron appelle également à davantage d'ouverture dans l'économie algérienne et annonce le 6 décembre 2017 sa volonté de créer un fonds bilatéral d'investissement. Par la suite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune félicite la décision de la France de restituer les crânes de 24 moudjahidines décapités par les forces françaises lors de la colonisation de l'Algérie. Dans un entretien accordé le 4 juillet 2020 à France 24, le président algérien voit en cette restitution l'occasion d'aller loin dans l'apaisement, dans le règlement du problème de la mémoire. La visite du Premier ministre français Jean Castex en Algérie, censée débuter le 11 avril 2021, est annulée avec un préavis de 3 jours, officiellement pour raisons sanitaires, mais plusieurs événements précédant la visite pourrait avoir joué un rôle dans ce report. Le ministre algérien du Travail et de la Sécurité sociale, Hachmi Diaboub, lançait devant le Sénat une virulente attaque contre la France, qualifiée d'ennemi traditionnel et éternel. Le même jour, la République en marche, parti d'Emmanuel Macron, annonçait ouvrir une antenne politique à Dakhla, dans le Sahara occidental, un territoire réclamé par le Maroc. Un geste qui ne pouvait qu'être mal interprété par le gouvernement algérien qui, dans le passé, a soutenu les revendications du Front Polisario. En septembre, Emmanuel Macron décide de diviser par deux le nombre de visas délivrés pour l'Algérie et le Maroc en prenant 2020 comme année de référence. La raison étant les chiffres extrêmement bas des expulsions des ressortissants algériens et marocains. Pour ce qui concerne l'Algérie, entre janvier et juillet 2021, les préfets ont ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français, dont seulement 22 ont été effectives, soit un peu de plus de 0,2%. Cette situation s'explique notamment par le fait que l'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, un document indispensable pour qu'une expulsion soit réalisée. Quelques jours après, le ministère algérien des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de France en Algérie pour protester contre cette décision. L'ambassadeur François Gouillet, se voyant notifié d'une protestation formelle du gouvernement algérien. Au sujet des chiffres avancés par la France, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, affirme que Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge, se tenant qu'il n'y a jamais eu 7000 Algériens à expulser. Le 30 septembre 2021, Emmanuel Macron reçoit des jeunes issus des familles qui ont intimement vécu la guerre d'Algérie et fait à cette occasion des déclarations qui provoquent des réactions indignées du pouvoir algérien. Il dénonce notamment une histoire officielle totalement rectifiée qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France. Je cite. Il estime que la nation algérienne post-62 s'est construite sur une rente mémorielle. Il décrit le système algérien comme fatigué. Après avoir appelé son ambassadeur à Paris le 2 octobre 2021, l'Algérie, par la voie d'un communiqué de la présidence de la République, exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Le 3 octobre, l'Algérie interdit le survol de son territoire par des avions militaires français. Voilà donc, mesdames, messieurs, un petit résumé des relations entre Alger et Paris. Avec moi, pour discuter de ce sujet, analyser et commenter également, avec moi, monsieur Hani Mohamed. Bonsoir, merci pour cette invitation. Voilà, vous êtes donc le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration à l'Assemblée populaire. Tout à fait. Je préside pour la 9e législature la Commission des Affaires étrangères, de l'immigration et de la coopération au niveau de l'Assemblée populaire nationale. D'accord, vous êtes élu donc indépendant de la liste indépendante. Tout à fait, élu de la circonscription de Bdjaïa, indépendant, et de la première expérience politique au sein de l'Assemblée. Marhaba bik. Avec moi, Tarek Hafid. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes bonjour, journaliste. bonsoir. Bonsoir, oui. Donc vous êtes journaliste. Tarek Hafid, marhaba bik. Merci d'être là. Merci à vous.
de Nice, pas loin de Nice. Elle m'a dit juste, c'est pas loin de Nice. Donc, Yasmina Toualbiya. Bonjour, Yasmina Toualbiya. Bonjour, effectivement, je ne suis pas très loin de Nice. Je suis à une vingtaine de kilomètres de la ville de Nice, juste en face de vous. D'accord, donc vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des transitions politiques et du monde arabe, et vous êtes également directrice du campus méditerranéen Moyen-Orient de Sciences Po à Menton. Tout à fait. Voilà, marhaba bik et merci d'être là. Merci à vous. Voilà, donc si on commence par Monsieur Hani Mohamed, un constat des relations algéro-françaises. Vous avez écouté un petit résumé de la tension, comme il y a une tension, il faut le dire, entre Alger et Paris. Alors, que pensez-vous? Une lecture déjà des relations, un constat. Alors effectivement, en vous écoutant, vous avez fait un résumé partiel de tout ce qui s'est passé, tous les développements qui ont eu lieu dans ces relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Il y a des dates effectivement qui reviennent. Nous allons prendre en compte ce qui s'est passé depuis l'installation de M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les dernières déclarations du président français. Aujourd'hui, ma vision, c'est un peu normal, la relation et l'histoire qui lie les deux pays, il y a eu toujours des hauts et des bas. Aujourd'hui, quel est l'objectif? Quelle est la réalité des choses et qu'est-ce qu'on prévoit pour améliorer cette relation? C'est historique. Il y a une histoire qui nous a liés, un peu plus de 132 ans. Nous disposons d'une communauté très forte de l'autre côté de la Méditerranée, 7 millions d'Algériens. Sur les 7 millions, nous avons 2 200 000 binationaux. C'est très important. Nous avons nos enfants. C'est un partenaire historique. La France reste un partenaire historique. C'est un pays parmi les plus grands européens, et l'Algérie aujourd'hui qui est présentée comme l'un des plus grands pays africains. Donc je pense qu'aujourd'hui la question qu'on doit se poser, quel est l'avenir des relations françaises, et non pas ce qui s'est passé, parce que quand on voit juste après l'élection de M. Macron, pour son deuxième mandat, le communiqué de la présidence de la République était très clair, nous sentons qu'il y a un réchauffement des relations déjà, suite aux dernières visites officielles, et nous anticipons aujourd'hui, je pense qu'il faut anticiper sur une nouvelle relation, un nouveau départ pour ces relations algéro-françaises. Un nouveau départ, Tarek Hafid, est-ce qu'on peut l'envisager vu les tensions qu'il y a quand même entre Alger et Paris? Je pense que oui, effectivement, c'est un nouveau départ. Le nouveau départ, je pense qu'il va avoir lieu réellement dès la nomination, ou en fait, dès les prochaines législatives. Dès qu'on connaîtra législative française, dès qu'on connaîtra l'identité de cette personnalité qui va diriger le gouvernement, est-ce que ça sera, comme certains le pensent, une coalition d'opposition, ou alors est-ce que ça sera le parti d'Emmanuel Macron qui va remporter l'élection? À ce moment-là, il pourra faire le choix de nommer son Premier ministre. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que c'est une opportunité, effectivement, de redémarrer un nouveau chapitre. Maintenant, à mon avis, les relations algéro-françaises ne vont pas changer, dans le sens où il va toujours y avoir des tensions, des crises, un réchauffement, c'est des cycles. Le véritable challenge, à mon avis, ça sera d'essayer de faire en sorte que la sphère politique et diplomatique n'encombre pas, par exemple, la sphère économique. Que s'il y a des investissements, s'il y a des opérateurs, s'il y a des entreprises mixtes qui vont être créées, s'il y a des affaires, s'il y a du business, qu'il n'y ait pas de répercussions, justement, des décisions politiques, de ces crises, sur cette sphère. Je pense que le véritable challenge, il va se poser à ce niveau-là. Ouais. Yasmina Toualbiya, quel est le véritable challenge entre Alger et Paris? Je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul. Effectivement, je me permets de rebondir aussi sur la qualité des relations. Ouais. Je pense qu'on focalise un peu trop sur les relations, j'allais dire, politiques d'État à État, et l'instrumentalisation qui est faite de part et d'autre de l'histoire. S'il y a rente mémorielle en Algérie, il y a rente également mémorielle en France. Et de part et d'autre, il y a cette volonté d'OPA sur notre histoire commune. Cette histoire commune, moi je suis d'avis de la regarder. Je suis de la génération de l'indépendance. Je suis née, j'ai grandi en Algérie, j'y ai fait mes études. Aujourd'hui, je dirige un campus en France. Je suis binationale.
Et aujourd'hui, l'Algérie a complètement changé par rapport à la génération de nos parents qui ont connu la guerre de libération. Quand je dis génération a changé, ça ne veut pas dire pour autant que la page est tournée. La page n'est pas tournée, d'abord pour notre identité algéro-algérienne. Je pense que on doit savoir qui on est pour savoir où on veut aller collectivement. Et la question du projet politique en Algérie, et là je sors un petit peu de votre question, la question du projet politique en Algérie, pour moi elle est fondamentale, elle est cruciale, elle n'est toujours pas, de mon point de vue, réglée depuis 60 ans maintenant. La question des relations franco-algériennes a des enjeux divers, des enjeux qui sont plus ou moins problématiques, je viens de l'évoquer, la question politique, mais aussi des enjeux un peu plus apaisés, un peu plus constructifs, un peu plus, j'allais dire, des relations un peu plus riches, et on le voit dans le domaine culturel, on le voit dans le domaine artistique, on le voit dans le domaine cinématographique, on essaye aussi de l'entrevoir dans le domaine de la coopération universitaire. Et je ne parlerai peut-être, j'insisterai sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle des relations entre ces deux États, on oublie aussi qu'il y a une diaspora donc algérienne en France, mais il y a aussi des Français en Algérie qui, par le biais des entreprises, par le biais de l'investissement direct, font évoluer l'économie de notre pays, l'Algérie. Donc effectivement, les enjeux sont multiples. Certains enjeux sont plus problématiques que d'autres. Certains enjeux sont plus soumis à l'actualité, à la géopolitique aussi de la zone Méditerranée. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous parliez du Sahara occidental, de la relation avec le Maroc, etc. Donc, je pense que la relation d'État à État n'est pas exclusivement à voir d'un point de vue bilatéral, mais plutôt aujourd'hui à l'ère de la globalisation, elle est à voir cette relation d'État à État, elle est à voir aussi à l'échelle de la Méditerranée. C'est vrai que la Méditerranée aujourd'hui ne se fera pas de manière constructive si la France et l'Algérie ne travaillent pas ensemble de manière constructive. L'enjeu universitaire, pour moi, est un enjeu crucial, à côté de celui de l'entrepreneuriat et des entreprises. Pourquoi est-il crucial? Parce que, à côté de l'investissement financier, à côté de la production de marchandises, la coopération universitaire, la coopération scolaire, de manière générale, des niveaux scolaires et universitaires, c'est aussi un investissement en capital humain. Oui. Docteur Touaibia, le problème justement est soulevé. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Monsieur Hani, justement, docteur Touaibia parle d'un échange équitable qui doit être entre les deux côtés. Certains, enfin des observateurs, surtout notamment avant les élections, avant l'élection du président algérien Abdelmadjid Tebboune, parlent qu'il y avait des relations, il n'y avait pas de relations gagnant-gagnant. Il y avait des relations, la France qui tirait profit plus que l'Algérie. Qu'en dites-vous? Alors, je tiens à préciser une chose. Il faudra peut-être séparer le passé, donc historique, entre la France et l'Algérie, et parler aujourd'hui de ce rapport qui était déséquilibré. Effectivement, c'était un rapport déséquilibré. Mais si aujourd'hui la France dominait les débats, c'est que de l'autre côté aussi, on était faible, ou on n'avait pas les moyens de notre politique. Aujourd'hui, la politique qui est instaurée par M. le Président de la République, quand je dis politique, c'est la politique extérieure, donc qui est de son ressort, c'est très simple, c'est d'avoir des relations équilibrées. Mais il faut avoir les personnes qui font en face aussi. Il faut avoir les moyens de sa politique. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est d'avoir cette relation équitable, avec des échanges équitables. Il y a le côté économique, il y a le côté de la coopération universitaire, comme le cite Dr Yasmina, et tous ces points-là, c'est des points à voir ensemble, donc en collaboration avec les Français. Maintenant, effectivement, quand on parle de coopération, il ne faut pas qu'il y ait des règles instaurées par X, Y ou Z. C'est vraiment se mettre autour d'une table, exposer les points. Nous avons refuté les accords Union européenne-Algérie récemment, c'était au mois d'octobre. Ça coïncidait avec le début de cette mésentente avec nos amis français. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir ce discours honnête et sincère et se mettre autour d'une table et avoir des... Il faut se dire les choses en face. Il faut se dire, il y a une réalité qu'on doit mettre des deux côtés. Il y a une franchise à utiliser. Il faut être sincère. Il faut essayer d'avancer de l'avant. Tarek Hafid, que faut-il faire justement pour rééquilibrer ces relations, ces rapports entre l'Algérie et la France? D'abord, est-ce qu'il y a un déséquilibre d'abord?
Il y a un déséquilibre il faut revenir quand même quelques années en arrière, là on doit le faire, c'est-à-dire que effectivement il y a certaines grandes entreprises françaises qui étaient dans une logique quasiment de prédation en Algérie, ça s'est fait du temps du président Bouteflika. Les exemples, on a plein d'exemples, mais c'est encore une fois dû à notre faiblesse, c'est une réalité, c'est pas... eux, ce sont des chefs d'entreprise qui étaient dans une logique de prise de marché, de bénéfices, d'intérêts. Une logique économique. Bien sûr. Si on reprend aussi du côté français, certains secteurs ont été quasiment légués aux partenaires français. Je donne l'exemple d'Alstom. Quand Alstom décide de prendre quasiment tous les marchés de tramway en Algérie, et il y en avait énormément de projets de tramway, c'est devenu quasiment le monopole d'Alstom dans un pays comme l'Algérie, et c'est un marché qui était énorme. Maintenant, beaucoup de ces projets sont à l'arrêt et d'autres ont été annulés. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer, mais le problème n'est pas là. Quand on revient par exemple à la question du secteur universitaire, il y a là aussi une démarche qui n'est visiblement pas très logique, qui fait que certaines universités, certains centres de recherche viennent quasiment faire leur marché ici en Algérie en prenant, au dehors de l'aspect Campus France, de personnes, d'étudiants qui veulent aller étudier en France. Non, je parle réellement de l'élite algérienne que l'on trouve dans certaines écoles supérieures, et c'est une élite qui est sélectionnée durant tout le cursus et qui est prise, c'est-à-dire à des fins bien déterminées par certains centres de recherche ou d'universités françaises. Je pense qu'il faut quand même essayer de passer à autre chose et réellement poser un partenariat réel entre universités, entre centres de recherche, faire en sorte que les échanges puissent avoir lieu dans le domaine universitaire. Mais en plus, on peut avoir plein d'exemples comme ça. Est-ce que vous voyez que le gouvernement algérien actuellement veut y aller dans cette option, dans cette optique? S'il veut, en tout cas, il ne le dit pas. Moi, personnellement, je ne le perçois pas. D'accord. Personnellement, je ne le perçois pas. Il faut savoir qu'il y a un cadre d'échange officiel entre les deux États. Ouais. Le cadre, donc c'est le comité intergouvernemental de haut niveau qui s'est pas réuni depuis 2017, si je me souviens bien, qui devait se réunir l'an dernier avec la venue de Castex qui a été annulé, qui devait être prévu encore une fois cette année. Finalement, il semblerait que ça soit annulé. D'après les échos que j'ai pu avoir, c'est que Alger considère que Castex est indésirable par rapport, parce qu'il y a eu une déclaration de Jean Castex lors de la dernière réunion du CRIF où il a déclaré que, je cite, j'ai repris, je l'avais pas en mémoire, mais que Jérusalem est la capitale éternelle des Juifs. Donc Alger n'a pas du tout apprécié, tout comme l'autorité palestinienne. Donc Castex, c'est pour ça que j'ai dit que il faut attendre la nomination du nouveau Premier ministre. Le président, maintenant, ça y est, on le connaît, président français, on le connaît. Maintenant, il faut voir qui va être à la tête de l'exécutif et qui va être le vis-à-vis de l'exécutif algérien. Docteur Touaibia. Docteur Touaibia, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Je voulais réagir sur cette question de coopération universitaire, puisque c'est mon domaine de prédilection. Allons-y, oui. Déjà, dans le fil conducteur de ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'à côté des secteurs économiques ou touristiques qui sont de réels secteurs, il y a la question du capital humain. Et ce qui a freiné aujourd'hui les relations entre l'Union européenne et l'Algérie, du côté algérien, c'est justement cette non-prise en compte du capital humain. Or là, on est en plein paradoxe, parce qu'effectivement, la coopération universitaire ou la coopération dans l'enseignement de manière générale est quelque chose de crucial, mais je pense, et là je prends ma casquette d'algérienne, il faut aussi être lucide sur l'état des forces en Algérie. Certes, dans le domaine universitaire, comme dans le domaine économique, il y a des prédateurs, et j'allais dire, l'économie, elle est faite de prédation. Nous sommes dans un système libéral, ultralibéral, et très honnêtement, en tant qu'Algérienne, si je devais me prononcer, je n'attends pas des Français ou de quelconque étranger de ne pas être prédateur, finalement, ou de me tendre la main pour quoi que ce soit. En revanche,
là aussi ma casquette d'Algérienne, et c'est aussi la principale difficulté que j'ai aujourd'hui en tant que directrice d'un campus qui souhaite nouer des relations avec mon pays, l'Algérie. Je suis face à un système universitaire algérien qui est sinistré. Un système universitaire dans lequel l'arabisation anarchique a effectivement fait naître une génération qui est aujourd'hui, prédisait Kateb Yassine déjà, analphabète trilingue. Donc la question trilingue en rajoutant la question de la langue berbère. Aujourd'hui, je pense que en Algérie, et c'est l'Algérienne qui parle de son pays en ayant fait des études aussi en Algérie, aujourd'hui en Algérie, on doit déjà restaurer, rénover notre système d'enseignement avant d'aller vers une coopération quelconque. Ma plus grande frustration en tant que directrice d'un campus Moyen-Orient Méditerranée d'une institution qui a aujourd'hui 150 ans, Sciences Po, Paris à Menton, en tant que directrice, je suis extrêmement frustrée. Mon campus accueille plus de 64 nationalités différentes. Parmi ces 64 nationalités différentes, une algérienne. Donc, une algérienne et à qui qu'on a réussi à sélectionner par le biais des réseaux des lycées français. Or, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, en Algérie, comme je l'étais moi il y a 15 ans, 20 ans, il y a aussi des talents. Dans l'école publique algérienne, je suis issue de cette école publique. Donc vous pensez que l'université algérienne ne produit pas de talent, de l'élite Je ne dis pas qu'elle ne produit pas de talent. Attention, pourtant, vous êtes issu de cette école algérienne. Je suis issue de cette école algérienne, mais j'ai eu un milieu intellectuel, un milieu familial qui m'a ouvert des portes. Donc aujourd'hui, quand je dis le système algérien, il est sinistré, on n'aurait pas autant d'étudiants algériens, autant de fuites de cerveau. Si en Algérie, on avait un système capable, non seulement de former, mais aussi d'attirer les talents algériens à l'extérieur. Je connais plusieurs profils d'Algériens qui sont nés, qui ont grandi en Algérie, qui souhaiteraient retourner en Algérie. Moi-même, j'ai été dans cette démarche, à un moment donné, de souhaiter rentrer en Algérie pour rendre à mon pays l'investissement qu'il a fait en moi, en me formant. Et là, très peu de débouchés. Donc, je pense j'imagine. Mais si on revient, docteur Touaibia, si on revient sur les relations algéro-françaises, donc il ne suffit pas d'avoir, selon vous, une volonté des deux pays ou des deux gouvernements pour rétablir des bonnes relations, surtout dans ce domaine. Aujourd'hui, il faut que l'Algérie relève son système d'enseignement, son système universitaire de ses cendres. Quand on a eu des ministres qui ont dit que ça ne sert à rien d'avoir des prix Nobel, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être lucide sur ses forces. Après, je suis convaincue, je ne suis pas en train de dire que l'Algérie n'a pas de talent, je suis convaincue, pour les avoir vus, pour les avoir côtoyés, qu'au contraire, nous avons une richesse dans notre jeunesse qui est surprenante. Malgré un système d'enseignement défaillant, nous avons des jeunes cultivés qui savent utiliser les réseaux sociaux pour agrandir leur culture, qui sont curieux, qui ont de l'or. Parce qu'on voit quand même dans les meilleures universités au monde, on voit des Algériens qui sont imposés, qui sont dans les grands hôpitaux, dans les grandes universités. Il y a pas mal d'Algériens quand même. Tout à fait. Pourquoi ne reviennent-ils pas en Algérie ? Quelles sont les mesures incitatives ? Donc là, je sors un petit peu des relations franco-algériennes, mais là où je voulais en venir, c'est que pour qu'il y ait des relations équilibrées, il faut, à mon sens, une règle fondamentale. Il faut la réciprocité. Tout à l'heure, l'un des intervenants disait il faut s'asseoir autour d'une table. Je suis tout à fait d'accord. Il faut s'asseoir autour d'une table, mais en se mettant dans une posture d'égal à égal. Et pour se mettre dans une posture d'égal à égal, il faut avoir une élite politique, une élite intellectuelle qui ne soit pas, qui n'ait pas d'élite que un rang socio-économique, mais qui ait une tête bien faite. Je reviens vers vous, docteur, juste un moment pour rebondir dans le même sujet. Monsieur Hani Mohamed, vous l'avez écouté. Apparemment, le problème est profond. Ah oui, sérieusement, oui. Est-ce que vous êtes conscient ? Est-ce que quand je dis le vous, c'est le Parlement, c'est l'institution. Est-ce que vous êtes conscient ? Alors, je suis plus que conscient. Quand j'écoute docteur
Yasmina Touaibia, c'est une réalité. L'école algérienne a été détruite. On ne parle pas que des universités. Effectivement, on a des Algériens qui ont fait leurs preuves à l'international, mais depuis quand? Ça fait plus de 20 ans, on hérite d'un système depuis plus d'une vingtaine d'années qui a détruit l'école algérienne. Pas que l'école algérienne d'ailleurs. Pas que l'école algérienne. Donc aujourd'hui, il faut être conscient. Nous ne sommes pas dans une situation de confort où, effectivement, comme le disait le docteur, se mettre autour d'une table, mais avec... Il faut avoir ses moyens de sa politique. Il faut avoir les personnes... Des moyens de pression, on va dire, pour de gagner, pression. pour avoir cette réciprocité. Justement, nous ne devons pas rentrer dans ce moyen, ce rapport de force. Ça ne sert à rien. Il faut avoir cette notion de partenariat. Il faut être capable aussi, je vais utiliser maintenant, je vais être un peu cru et en parenthèse, il faut être capable d'avoir en face des Européens pour négocier, pour discuter, pour essayer de faire cette refonte qui est nécessaire aujourd'hui, que ce soit à l'école algérienne ou à l'économie algérienne. Mais avant ça, il faut faire un bilan, il faut constater les choses, il faut admettre qu'on a failli. 20 ans hérité du système de Bouteflika a détruit cette économie, cette école algérienne, cette société algérienne. Il ne faut pas l'oublier. Alors je rejoins ce que disait professeur. Qui veut rentrer en Algérie aujourd'hui? J'en fais partie, j'ai passé 25 années de ma jeunesse en France. J'ai pris la décision de rentrer. Bah, c'est pas beau, c'est pas rose, c'est pas tout le temps beau. Mais on a cette volonté de participer à relancer cette école algérienne dont j'en fais partie. Effectivement, j'ai fait l'école publique et je me suis retrouvé dans des grands hôtels parisiennes. Mais aujourd'hui, nos enfants n'ont peut-être pas cette chance d'avoir cette école publique algérienne. On doit reconstruire. Il faut être honnête et sincère. L'Algérie a été détruite et il faut reconstruire ce beau pays qui appartient à tous les Algériens à l'intérieur et ceux de l'immigration et de la diaspora. Tarek Hafid, les deux docteurs Touaibia et aussi M. Hadi vont dans le même sens que nous n'avons rien à offrir pour gagner cette réciprocité. Nous devons être forts pour gagner ce respect. Tout à fait. Selon... Il y a... Moi, je reviens à l'économie parce que c'est important. La base, maintenant, c'est devenu l'économie. Oui. Il y a actuellement un phénomène de relocalisation. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, beaucoup d'entreprises européennes, américaines, ont délocalisé en Chine. Oui. Un des effets du Covid, c'est le phénomène inverse. Mais le phénomène inverse, les entreprises françaises, britanniques, espagnoles ne vont pas forcément relocaliser sur leur territoire, mais pour l'Europe choisissent le bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises qui vont revenir en Égypte, en Tunisie, au Maghreb, etc. Si nous ne faisons pas en sorte d'offrir un environnement stable, c'est-à-dire avec des lois claires, avec un maximum d'ouverture, nous ne pourrons pas profiter de ce phénomène. Oui. Et c'est pour ça que ça soit avec les Français, que ça soit avec les Européens, ou même avec d'autres pays. Donc ce qu'il est important de faire, c'est déjà faire un constat et dire, voilà, nous avons failli et nous n'arrivons toujours pas à attirer d'investissements étrangers. Il n'y a pas d'investissement étranger en Algérie. Et ça existe, et ça date depuis des années. Il y a très peu d'investissements étrangers. Nous avons une opportunité à travers ce phénomène de relocalisation. Nous pouvons en profiter, mais à condition de mettre en place une politique, et puis, c'est-à-dire l'environnement favorable pour ce type d'opération. D'accord. Je reviens vers vous. Docteur Touaibia, apparemment vous devez nous quitter. C'est juste un dernier mot, si vous voulez bien. Restant dans les relations... Vous m'entendez ? Oui, oui. Voilà, restons dans les relations algéro-françaises. Quelles sont les perspectives, selon vous, pour aller mieux entre Alger et Paris? C'est juste restons dans les relations. Oui, je reste très optimiste. Ce que j'ai dit fait partie des relations, fait partie des prérequis pour avoir des relations équilibrées et constructives. Moi, je reste très optimiste malgré ces difficultés, parce que si je n'étais pas optimiste, je ne ferais pas le travail que je fais. Je pense que les perspectives ne peuvent être que prometteuses pour diverses raisons. D'abord, le contexte international. Le contexte international fait qu'on ne pourra pas se permettre le luxe de se passer les uns des autres.
Aujourd'hui, l'urgence climatique, aujourd'hui, le réchauffement de la planète, la situation économique, la récession, les différentes pandémies, etc., font que nous sommes obligés d'aller au-delà, effectivement, sans forcément fermer de manière arbitraire les pages de l'histoire, ou en tout cas de manière non constructive. On doit aller de l'avant. Si j'ai commencé par parler de l'histoire franco-algérienne, c'est que pour moi, c'est une force aujourd'hui et non pas un piège dans lequel on doit tomber. C'est une force et qui doit nous permettre de regarder vers l'avenir. Je pense, si je reprends juste le champ de la coopération universitaire, qu'on a un chantier qui est énorme et prometteur et qui peut être constructif et décisif non seulement pour la France et l'Algérie et la France, mais aussi pour la Méditerranée de manière générale. Ensuite, il y a un autre domaine pour lequel on n'a pas forcément parlé, qui est le domaine du tourisme. Nous avons la chance, en tant qu'Algériens, d'avoir un pays immense, pluriel, magnifique, que beaucoup nous envient, qui connaît des pratiques ancestrales, justement, qui préserve, soucieuse de la préservation de l'environnement. Je pense aux différents villages du Sud, je pense à une pratique de l'urbanisation qui n'est pas celle de nos grandes métropoles algéroises, oranaises, etc., mais qui est plutôt vraiment dans la tradition et dans l'éthique de l'environnement, j'allais dire. Donc ce sont des chantiers pour moi qui sont très positifs. Oui. Et finalement, on a de la chance d'être né à cette époque. Oui, docteur, juste une petite question, docteur. Chez vous, dans votre poste comme directrice d'un campus, est-ce que vous avez besoin de l'Algérie? Oui. Comment? Oui, j'ai besoin de l'Algérie, bien sûr. J'ai besoin de l'Algérie pour faire connaître l'Algérie. Sachez au passage que nous sommes le premier campus en France de premier cycle d'enseignement à avoir introduit un cours sur les mondes berbères contemporains. Nous sommes l'un des premiers campus à dispenser à nos étudiants un atelier artistique de polyphonie féminine, berbère, corse. Et j'ai besoin d'Algériens parce que il n'y a pas mieux qu'un Algérien pour parler de ces cultures-là qui sont éminemment méditerranéennes. D'accord. À travers cette question que j'ai personnalisée, je veux dire, est-ce que la France a besoin de l'Algérie? Mais bien évidemment. La France et l'Algérie, pour moi, sont deux faces d'une même pièce, en fait, tout simplement. Parce que en France, il y a une présence algérienne qui est très très forte, qu'on le veuille ou pas. Alors, on sort cette présence algérienne à chaque fois qu'il y a des matchs de foot, mais elle n'est pas que à l'occasion des matchs de foot. La présence algérienne, la diaspora algérienne est très forte en Algérie. La France a besoin de l'Algérie parce que si ce pays n'est pas stable, la stabilité de la France vole en éclats également. La France a besoin de l'Algérie pour les perspectives effectivement économiques, mais aussi, si je parlais tout à l'heure des questions environnementales et des pratiques ancestrales en matière d'urbanisme, en matière de culture, etc., même si c'est de plus en plus dévoyé, la France a besoin de l'Algérie pour justement réinvestir ces champs qui sont des champs ou des domaines de coopération très très importants. Je vous renvoie par exemple vers les travaux de l'Agence des villes et territoires méditerranéens, c'est une agence qui est basée à Marseille et qui a donné comme exemple l'un des villages du sud algérien comme exemple d'éco-village. Donc oui, la France a besoin de l'Algérie. Yasmina Touaibia, docteur en sciences politiques, spécialiste des transitions politiques du monde arabe et également directrice du campus méditerranéen Moyen-Orient de Sciences Po à Menton. Merci d'être avec nous. Merci. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci et bonne continuation. Merci à vous aussi. Mesdames, messieurs, on se retrouve dans quelques minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, nous vous retrouvons pour une deuxième partie de l'édition spéciale Relations algéro-françaises, quelques jours après la réélection du président français Emmanuel Macron. Toujours avec moi au plateau, Hani Mohamed, bonjour.
Bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc, vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères et de la coopération de l'immigration au Parlement algérien, bien Tout à sûr. fait, tout à fait. Voilà, Tarek Hafid. Rebonjour. Donc, vous êtes journaliste. Et avec moi de Paris, Philippe Mazuel. Bonjour Philippe. Bonjour et merci pour votre invitation et bonjour à vos invités. Voilà, donc vous êtes le président du Parti des citoyens européens. Voilà, qu'on appelle PACE. PACE, ça veut dire la paix en italien. D'accord, d'accord. C'est un parti européen. Bienvenue et bienvenue en Algérie, même si par Skype. Voilà, j'ai eu grand plaisir à visiter l'Algérie il y a quelques années, donc je suis ravi de m'y retrouver même si c'est par Skype. Ah d'accord. Ben, Inch'Allah, bienvenue à tout moment. Justement, nous allons parler de cette relation passionnelle entre les deux peuples, je dirais, et les deux États. Nous allons parler un petit peu des relations et des enjeux entre les deux pays. Si on commence par vous, Monsieur Mazuel, que pensez-vous des relations actuelles entre Alger et Paris? Je pense que les relations entre Alger et Paris sont extrêmement importantes parce que comme nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble, ce sont deux grands pays. C'est le premier pays d'Afrique, l'Algérie, et la France est le plus grand pays de l'Union européenne. Donc c'est extrêmement important, cette coopération, pour l'avenir, je dirais, de la Méditerranée, non seulement de nos relations, mais de la Méditerranée, des relations euro-africaines, et plus globalement de la planète. Est-ce que, Monsieur Mazuel, est-ce que la France a besoin de l'Algérie? Je pense que nous sommes dans un monde qui est devenu très petit, le Covid l'a montré, il a touché absolument tout le monde, y compris dans les forêts, au fin fond des forêts amazoniennes, donc dans un monde petit qui est confronté à des enjeux aussi graves que le réchauffement climatique et la sécheresse, le problème de l'eau, la démographie, puisque nous serons 10 milliards d'habitants en 2050, bien entendu que la France a besoin de l'Algérie et que l'Algérie a besoin de la France, nous avons tous besoin les uns des autres. Si on voit, je reviens vers vous, Philippe Mazuel, monsieur le député. Est-ce qu'au Parlement algérien, surtout vous présidez la commission des affaires étrangères, est-ce que, comme président de cette commission, vous considérez que entre Alger et Paris, c'est un peu spécial quand même? Bien Par évidemment. rapport à Alger-Madrid, Alger-Rome, Paris, c'est un peu spécial ou pas? Même si Alger-Madrid est d'actualité, justement. Aussi, oui. Donc, bien évidemment, je salue M. Mazuel, au passage, et un plaisir de se retrouver sur le même plateau. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement, de rencontrer des parlementaires d'une Français et européens, et cette relation franco-algérienne, elle doit redémarrer, quelles que soient les conditions. Pourquoi je dis ça? Donc, M. Mazuel a bien dit une chose, c'est que tout le monde a besoin de tout le monde. La pandémie du Covid a prouvé aujourd'hui que c'est l'union qui fait la force. Quand je dis l'union, c'est les partenaires européens, c'est les partenaires asiatiques, c'est les partenaires africains, c'est tout ce beau monde qui peuvent reconstruire cette efficacité, et avec tous les défis qui sont lancés, donc le réchauffement climatique, des défis environnementaux, la crise économique qu'on traverse, le conflit russo-ukrainien, donc tous ces débats, aujourd'hui, il n'y a que... Quand on prend les distances qui séparent les deux premières villes, donc Alger et Marseille, on est à peine à 1 heure de vol, donc on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Il y a une réalité. Ce qui va changer aujourd'hui, ce qui va changer, avec spécialement le Parlement algérien, c'est ce rapport équitable, ce rapport franc. Donc se mettre autour d'une table, discuter et se dire les choses telles qu'elles sont et avoir cette relation gagnant-gagnant entre les deux parties. Est-ce que vous voulez dire que vous allez rediscuter des accords déjà préétablis? Alors, avec l'Union européenne, c'est déjà rediscuté, mais je pense qu'avec la France, effectivement, nous traversons une période où il y a des questions qui se posent des deux côtés, et c'est tout à fait normal dans un monde aussi connecté que maintenant, avec une nouvelle génération, un nouveau Parlement, une nouvelle version de l'Algérie. C'est la nouvelle Algérie qui est en train de redémarrer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de points à rediscuter. Et là, c'est encore une fois du ressort de la présidence de la République. Et nous, en tant que parlementaires, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes complémentaires de la diplomatie officielle. Et aujourd'hui, comme le disait Cédric, la diplomatie économique, il y a beaucoup de points qui sont posés. Quand vous êtes des parlementaires, vous pouvez faire des initiatives, ne pas Bien attendre sûr, nous la faisons présidence des de la initiatives. République. Bien sûr, nous faisons. Non, je parle de la politique étrangère algérienne, elle est du ressort du président de la République. Mais en tant que parlementaire, nous activons, nous faisons des rencontres, bien évidemment, nous recevons des délégations et nous rendons visite, et tout ça dans l'intérêt d'accompagner l'officiel.
on peut résoudre certaines questions sans être... sans exposer ça sur tous les plateaux. Mais parfois, effectivement, c'est du ressort de la présidence. Tarek Hafid, notre ami député dit que la nouvelle Algérie a une nouvelle vision maintenant. Selon vous, après le 12-12, l'Algérie est devenue plus exigeante, plus entreprenante, on va dire, dans ses relations avec la France. Je ne sais pas. Sincèrement, je pense qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a peut-être une volonté d'être prudent. Mais après, on voit qu'à un certain moment, tout s'emballe par rapport juste à travers des déclarations. Ce qui s'est passé le jour où le président Macron a rencontré donc, ces jeunes à l'Élysée lors de ce déjeuner, ça a totalement bouleversé les relations. Vous avez cité tout à l'heure toute la série d'événements qui se sont produits par la suite. Ouais. Fermeture, donc rappel de l'ambassadeur, fermeture de l'espace aérien aux appareils militaires français. Tout a changé. Maintenant, il y a ce qui apparaît clairement dans les relations et il y a ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire les relations... Il y a deux parts de relations. Il y a donc en front office, donc on sait ce qui se passe, donc les crises, mais il y a une partie que l'opinion publique, la presse, ne maîtrise pas et n'a pas connaissance. Par exemple, les relations dans le domaine sécuritaire entre les services algériens et les services français, à mon avis, ce type de relation continue et puis c'est dans l'avantage des deux États. Il y a certains aspects diplomatiques, il y a la crise au Mali, puis il y a des crises qui fâchent aussi. Il y a ce qui se passe en Libye, alors vraiment pas du tout le même point de vue. Et donc la crise au Sahara occidental, tout le monde sait que c'est Paris qui est un des principaux soutiens de Rabat dans cette politique donc, de colonisation. C'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte pour après parler de crise entre Alger et Paris. Il y a des points qui sont où il y a des points de rencontre, des points de vue donc entre les deux États. Puis, parfois c'est diamétralement opposé. Voilà, ma question était, est-ce que la nouvelle Algérie est différente, je ne dirais pas de l'ancienne Algérie, c'est-à-dire d'avant 12-12. Est-ce que maintenant, avec la présidence de Tebboune, il y a un changement, il est plus revendicatif, il est plus imposant envers le gouvernement français ou pas? Avec des blocages. D'accord. Avec des blocages, je le disais tout à l'heure, par exemple, sur le plan économique. Mais ça ne touche pas uniquement les relations avec la France, ça peut toucher d'autres relations. Mais j'aime bien parler de l'économie, parce que l'économie, c'est finalement la base. Le business, c'est la base. Si on prend, par exemple, ce qui est en train de se passer en Ukraine, il faut comprendre que jusqu'à aujourd'hui, la Russie livre du gaz à l'Ukraine. Le gaz qui est livré en Europe passe par l'Ukraine. Une grande partie passe par l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut faire des choix. Et les choix, il faut prendre en considération l'aspect économique. Je pense qu'il est important de le prendre en considération. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Il est plus dans l'économie que dans la mémoire, quoique il a fait des pas quand même importants. En tout cas, vis-à-vis de l'Algérie, il y a eu des engagements qui n'ont pas été tenus, mais je pense que les engagements n'ont pas été tenus des deux côtés. Maintenant, dire que les choses ont changé depuis l'arrivée du président Tebboune, entre-temps, il y a eu le Covid, donc ça a totalement chamboulé les relations entre les États. Il y a eu des crises, si on prend le cas français, il y a eu des crises qui ont donné lieu à des joutes verbales, à des décisions. Maintenant, ce que je disais au début de cette émission, il y a l'opportunité de repartir sur de bonnes bases, sur d'autres bases, tout en gardant à l'esprit que des crises, il va y en avoir encore entre Paris et Alger, c'est certain. Certainement. Monsieur Mazuel, est-ce que vous avez écouté? Monsieur Mazuel. Attentivement. Oui, voilà. En 2020, en 2021, il y avait le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris. Il y a la fermeture de l'espace aérien aux avions militaires français. Donc, il y a quand même une crise entre Alger et Paris. Écoutez, moi d'abord, je dirais une chose, parce que j'ai entendu tout à l'heure
parler de Marseille, et je suis Marseillais. Donc à ce titre, c'est pour ça que j'attache une grande importance à la relation entre Alger, Paris, Alger, Marseille, et puis les autres grandes villes méditerranéennes. Pour répondre à votre question, moi j'ai été très choqué par les propos qui ont été tenus, qui ont été évoqués tout à l'heure avec des jeunes, avec je ne sais plus qui. Je pense que voilà, c'était totalement déplacé de tenir ce genre de propos, et donc il s'en est suivi un certain nombre de conséquences fâcheuses. Personnellement, voilà, je pense que c'était tout à fait inapproprié. Voilà, donc évidemment les conséquences n'auraient pas dû arriver si ces propos n'avaient pas été tenus. Oui, autant qu'homme politique français, Monsieur Mazuel, est-ce que vous pensez que l'Algérie et la France doivent encore se réconcilier, commencer par l'histoire ou bien y aller devant, comme dit le Tarek Hafid, y aller dans l'économie et la mémoire, ça va se discuter à travers le temps? Je pense que ce sont deux choses tout à fait complémentaires, qu'il faut laisser la mémoire dans un premier temps aux historiens. Donc je crois d'ailleurs que le président Tebboune a demandé à votre directeur général des archives de prendre contact de travailler avec Benjamin Stora, puisque le rapport Stora n'a pas été soumis à l'avis du gouvernement algérien. Donc je pense que là il faut continuer à avancer là-dessus, puisque manifestement on n'est pas encore arrivé à l'équilibre parfait, mais je dirais que c'est pareil entre la France et l'Allemagne, si vous permettez. Moi qui suis un Européen, on a encore du travail à faire sur le plan historique. Mais votre invité a raison de souligner que ce qui est important, c'est le futur. L'indépendance, nous fêterons ses 60 ans le 5 juillet. Et donc, 54% si j'ai bien regardé, des Algériens ont moins de 30 ans. Donc, eux, ils ont envie de regarder aussi vers le futur, vers l'économie. Donc, c'est important de monter des projets ensemble et de travailler sur la coopération concrète entre la jeunesse algérienne et la jeunesse française. Oui, est-ce que c'est possible, Monsieur Hani Mohamed, tant que parlementaire, tant que représentant du peuple, donc, est-ce que vous savez qu'il y a une différence quand même entre le peuple, la vision du peuple, qui développe, il faut le dire, de plus en plus, surtout notamment lors du Hirak, il y a un rejet du français, il y a un anti-français, il y avait un sentiment de l'anti-français, je ne sais pas si vous partagez avec moi Tarek Hafid, qui était présent. C'est les mêmes personnes qui vont s'inscrire à Campus France pour faire des études en France aussi. Voilà. Il y a une schizophrénie, oui. Par contre, est-ce que comme député, vous pouvez faire une synergie entre les revendications du peuple, la vision du peuple, quand je dis du peuple d'une manière générale, et la vision de l'État et la raison de l'État surtout? Alors bien évidemment, on a la double casquette en fait, représentant du peuple et en même temps en essayant de faire passer les messages à la partie, ce que vous appelez État, donc tout ce qui est exécutif, tout ce qui est haute autorité. Quand aujourd'hui on conteste le français, je veux bien. Qu'est-ce que vous proposez en parallèle? Même la langue arabe, on ne la maîtrise pas. Des générations ont fait leurs études en français. Des générations ont su communiquer en français. Aujourd'hui, on ne peut pas chambouler les choses du jour au lendemain. Il y a eu une première tentative, c'était un échec. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure docteur Yasmina, l'école algérienne a été détruite dès le moment où on a essayé d'imposer l'arabisation. Ça, c'est un premier point, et on va éviter de toucher des sensibilités. Donc, il y a une réalité. Vous voulez qu'on passe à l'anglais? Ok, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être réaliste. L'exemple rwandais, certes, c'est une réussite, mais il y a eu des étapes. On ne peut pas griller ces étapes. Et on ne peut pas se dissocier de la langue française, car aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, nous avons 7 millions d'Algériens qui résident en France, entre binationaux et résidents. Nous avons des Français en Algérie. Nous avons encore des Français qui résident en Algérie. Donc il y a toute cette histoire, il y a cette magnifique langue qu'on a toujours su utiliser et pratiquer, qui fait partie de notre algérianité. Donc arabo, berbéro, français si vous voulez, mais au moins du moins au niveau de la langue. Donc on peut pas... Donc ce n'est plus seulement le butin de guerre. Non, il faut arrêter, il faut passer à autre chose aujourd'hui. Je l'ai dit, je le répète et j'essaie de passer ce message, c'est que nous sommes en 2022. La nouvelle Algérie, c'est de construire, bâtir et non pas de détruire. Ça fait partie de notre histoire, tout le monde le sait, tout le monde a commis des erreurs, mais aujourd'hui, pensons à l'avenir, pensons comment construire un avenir meilleur à nos enfants. Donc, sans mettre condition préalable, l'ouverture des dossiers... On va parler des archives, ok, on va parler des archives du 17 octobre, les cris de scène, oui, ça c'est le rôle des historiens. Nous, on parle aujourd'hui, notre ami parle d'économie, bien sûr que c'est l'économie, c'est le nerf de guerre aujourd'hui, l'économie. De quoi, quel message voulez-vous passer à la population? C'est votre économie
est quasiment anéanti. Quel message vous voulez passer aux nos futures générations? Nous avons tellement de défis aujourd'hui à relever que cette histoire, cette partie de l'histoire, on la laisse aux historiens. On la laisse. Il y a M. Benjamin Stora de l'autre côté, qui est un historien connu, reconnu mondialement, et nous avons la partie algérienne, nos historiens, qui vont faire ce travail. Et un jour, on reparlera dans d'autres conditions de ce passé, j'allais dire glorieux et malheureux en même temps. Chacun l'interprétera à sa manière. Et Philippe a parlé de la relation franco-allemande aussi, qui a encore des petits points à régler. Mais bon, c'est un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Hein. Donc aujourd'hui, pensons à l'avenir et arrêtons de réchauffer cette histoire. Est-ce que vous pensez, Tarek Hafed, comme journaliste, qu'il y a le gouvernement ou l'État algérien veut y aller de l'avant, veut y aller surtout dans l'économie? Par contre, il y a une certaine partie du peuple qui fait la pression, notamment, on va les nommer les islamistes, qui font pression pour rester dans le débat de l'histoire, de la repentance, de tout ça. Je ne pense pas que ça soit un monopole des islamistes. Les islamistes, dès qu'il s'agit de business, c'est les premiers. Donc il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Après, il y a une forme de conditionnement. Si on revient par exemple à ce qui s'est passé durant le Hirak, ce rejet de la France, même on le voyait, le rejet des médias français dans l'espace public quand il y avait des marches et tout, il est simple. C'est que les Français, les différents présidents depuis 2013, donc depuis la maladie du président Bouteflika, ont fait en sorte qu'ils avaient en face d'eux un président en pleine forme, donc il prenait des décisions. Donc c'est essentiellement cette image des gouvernants français qui ont été complices à un certain moment qui a donné lieu à un rejet. Surtout, il y a aussi cette image je parlais tout à l'heure d'entreprises, certaines entreprises qui étaient dans une logique de prédation aussi. Maintenant, je ne pense pas qu'on parler du peuple généralisé comme ça, c'est quand même une très... partie, j'ai dit bien une partie. On peut pas savoir. On peut pas savoir. On n'a pas d'institut de sondage. De oui. sondage. Je dis cela. Pourquoi j'ai nommé les islamistes? Parce que Hachmi Diaboub, qui est ministre du travail, et en même temps membre du MSP, parti islamiste, qui a déclaré en assemblée que la France est l'ennemi éternel de l'Algérie. Pour précision, il a été d'ailleurs il est passé rappelé à l'ordre et passé au Conseil de discipline de son parti politique suite à cette déclaration. Oui. C'est-à-dire c'est une déclaration. Ça aurait pu être un autre parti politique, un représentant d'un autre parti politique qui aurait pu dire ça. On se souvient de l'interview qu'avait donnée Mohamed Chelif Abbas, l'ancien ministre des Moudjahidines, à Al-Khabar à l'époque, où la veille de la première visite de Macron, il avait dit que c'est le lobby juif qui avait installé Emmanuel Macron à la tête de la présidence française. Voilà, il n'est pas forcément islamiste, même s'il a été rappelé à l'ordre et après, il a même dit non, moi j'ai pas dit ça dans l'interview alors que c'était enregistré. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que il y a à certains moments, durant une crise, des personnes qui font peut-être un peu de zèle, qui, au lieu d'essayer de calmer les choses ou de se taire, font des déclarations en pensant peut-être que ça va faire plaisir aux responsables de la hiérarchie, et puis ça peut créer des crises comme ça. Ce n'est pas le sentiment anti-français, ce n'est pas un sentiment qui est global, c'est-à-dire en Algérie. Je ne pense pas du tout, sincèrement. Il y a certains partis politiques qui peuvent l'utiliser, certaines organisations aussi, mais ce n'est pas quelque chose qui revient constamment. Il y a une crise, il y a un contentieux, certain. Je cite juste un dernier exemple. Dernièrement, c'est la question de l'utilisation par l'armée française durant la colonisation de gaz toxiques entre des moudjahidines est remonté à la surface, ça fait à peu près 2 semaines. Ce n'est pas un travail qui a été fait par des universitaires et par des journalistes algériens. C'est un dossier qui a fait l'objet d'un travail en France, par des Français. Ouais. Donc eux-mêmes reconnaissent que leur armée a utilisé des gaz toxiques, ont tué des moudjahidines. Ouais. Donc il y a eu une guerre chimique contre
l'armée de libération algérienne. Ce n'est pas les Algériens qui l'ont dit. Les Algériens le disent, mais ils n'ont pas apporté de preuves. Là, c'est un travail qui démontre clairement. Donc, eux ont peut-être levé certains complexes qui leur permettent de reconnaître des crimes pareils. D'accord. Monsieur Mazuel, est-ce que vous pensez... Monsieur Mazuel, vous êtes avec moi? Monsieur Mazuel, Philippe. Oui. Oui. Est-ce que, comme homme politique français, est-ce que vous pensez que Macron, acte 2, donc son deuxième mandat, a intérêt à renouer ses relations avec l'Algérie? Quand je dis renouer, c'est réchauffer, c'est reprendre les bonnes relations avec Alger. Oui, mais évidemment. Enfin, c'est extrêmement important d'avoir des bonnes relations avec Alger pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Ensemble, nous pesons plus de 100 millions d'habitants entre la France et l'Algérie. Donc, deuxièmement, je reviens sur, et c'est lié à ce que vous venez de dire, moi j'ai travaillé un peu en Algérie et j'ai toujours été frappé par le très bon accueil que j'ai reçu. Donc, je ne partage pas les craintes que peuvent avoir certains sur la mauvaise opinion que le peuple algérien aurait des Français. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. La langue française, à mon avis, elle peut être extrêmement hostile aussi à l'Algérie, parce que l'Algérie a vocation à être un pays leader, et à être encore plus demain un pays leader en Afrique, et notamment par rapport à tous les pays du Sahel. Donc la francophonie est un atout dans ce domaine-là. Et en ce qui concerne les critiques que peuvent formuler de manière assez maladroite certains responsables politiques, vous savez, on a la même chose en Europe. Moi, je suis très fâché quand j'entends certains responsables français avoir des propos à la limite de l'anti-allemand. Vous savez, quand on compare Mme Merkel à Bismarck avec un casque à pointe, si vous voulez, tout ça me fâche énormément. Je crois que nous devons avoir la même vigilance dans les relations franco-algériennes que nous avons dans les relations franco-allemandes. Voilà, on doit tourner la page du passé, ne pas l'oublier, faire ce travail de mémoire sereinement avec des historiens, et surtout travailler sur le futur. Alors il y a l'économie, il y a aussi la culture partagée que nous avons entre ces deux rives de la Méditerranée. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que, notamment lors de la campagne électorale en France, que l'extrême droite a un peu influencé sur les relations algéro-françaises, surtout le sujet de l'immigration? L'extrême droite sur ce sujet, enfin je veux dire, on peut pas être d'accord avec les positions de l'extrême droite, qui est finalement très frileuse et qui regarde plus vers le passé que vers l'avenir. Donc, pour moi, c'est évidemment pas un modèle, et ce sont des gens, évidemment, j'ai pas de sympathie particulière ou de proximité particulière avec M. Macron, mais j'ai appelé à voter pour lui pour éviter d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Bon. Mais oui, évidemment. Mais si vous voulez, l'extrême droite, elle joue aussi beaucoup sur les problèmes économiques. Hein. D'ailleurs, Madame Le Pen, elle s'est abstenue de parler d'Ukraine. Elle s'est beaucoup concentrée sur le pouvoir d'achat. Donc, par la même occasion, il faut passer d'autres idées qu'on connaît, hein, mais que, vous voyez, la majorité des Français ne partagent pas. Okay. Monsieur Mazuel, comme dernier mot, parlez-nous un petit peu de votre parti politique qui est transnational, juste aux Algériens, pour qu'ils comprennent à peu près votre parti. Ça peut être intéressant pour demain, pour le Maghreb, d'aller plus vers une union du Maghreb, même si c'est peut-être une perspective d'un peu plus long terme. Enfin, rappelez-vous que nous, en 1945, nous étions ennemis des Allemands, et 5 ans après, nous lancions la communauté européenne du charbon et de l'acier. Bien, donc nous avons créé, moi j'ai quitté le Parti Socialiste après y avoir passé 20 ans, pour créer le Parti des Citoyens Européens en 2007, qui est un parti transnational, donc qui a vocation à contribuer à une vie politique européenne, c'est-à-dire qu'on ne pense plus seulement français, mais qu'on pense européen. D'ailleurs, quand j'ai travaillé en Algérie, j'étais dans le cadre d'un projet européen, ce qui était évidemment très bien. Voilà. Et donc notre vocation, nous sommes, je dirais, centre-gauche écologiste, très attachés à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'accompagnement social et évidemment à la paix, à la coopération internationale. Nous sommes pour une diplomatie pacifique, donc pas pour vendre des armes aux uns et aux autres qui vont servir à faire la guerre, mais pour être beaucoup plus dans des relations culturelles, peut-être ensemble, par exemple. Il y a des grands projets magnifiques à faire entre l'Algérie et la France pour nettoyer, veiller à la propreté de l'océan, de la mer Méditerranée, par exemple. Et voilà. Et moi, j'aurais une proposition à faire, si vous permettez, sur le plan de l'histoire.
c'est que en 2032, dans 10 ans, ce sera les 200 ans du début du combat d'Abdelkader pour l'indépendance de l'Algérie. Moi, je trouve que comme c'est un homme qui a été très respecté, à la fois par le duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe, par Napoléon III, et d'une manière générale par les historiens français, je pense que ça serait intéressant d'avoir une année Abdelkader, qu'on pourrait fêter à Toulon, en Amboise, à Pau, peut-être à Damas, dans tous les endroits où il a vécu, et bien sûr en Algérie, pour cultiver sa mémoire et montrer finalement que, avec cet homme, il est le symbole je veux dire, quelqu'un qui s'est opposé à la France, mais qui a su aussi construire une relation avec la France. Et je rappelle qu'en 1860, il a sauvé des chrétiens à Damas. Et donc, c'est un homme qui était vraiment au-dessus du lot, qui avait une très haute vision morale et une grande intelligence politique. Merci, c'est noté, Monsieur Mazuel Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation et au plaisir de rencontrer de vive voix vos interlocuteurs et vous-même. Avec plaisir, bienvenue en Algérie. Hein. Avec grand plaisir. Merci, monsieur. Merci Mazuel. Hani Mohamed, dernier mot pour clôturer le débat. Comme parlementaire, comme député, on voudrait connaître la version officielle du Parlement algérien, puisque vous êtes le président de la Commission des relations algéro-françaises. Que pense le Parlement algérien ? Alors, c'est tout simple. Que compte faire surtout ? Alors, c'est tout d'abord relancer cette dynamique qui est entreprise déjà depuis quelque temps, avec les dernières visites officielles, donc au niveau du ministère des Affaires étrangères, ou bien au niveau des parlementaires qui sont déplacés à Alger. Donc, l'objectif aujourd'hui, et notre vision, pour être honnête et clair, et pour ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de langue de bois, c'est de redémarrer, réchauffer ce partenariat franco-algérien. Il est important, avec les temps qui courent. Économique. Tous les niveaux, culturels, social, économique, universitaire. On ne va pas se voiler la face aujourd'hui. Les mécanismes et la machine doivent redémarrer. Donc, on travaille dessus. Nous avons la chance d'avoir des membres de la commission qui sont élus de l'immigration, pour la plupart élus de France, donc qui sont aussi binationaux pour certains, donc qui sont dans cette dynamique, qui ont cette vision d'un partenariat franco-algérien ou algéro-français, comme vous voulez. Et c'est l'objectif aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réunions qui se préparent ? Est-ce qu'il y a un deadline ? Oui, il y a un programme. Donc, alors maintenant, on a parlé de France, mais en fait, c'est tout le partenaire européen. Il y a des rencontres qui sont prévues. Nous avons fait déjà un premier déplacement en France. Il y aura des rencontres prévues en Espagne avec des parlementaires, en Belgique, dès demain, Inch'Allah, en Belgique. Il y a un programme qui est prévu pour une tournée européenne. D'une, rencontrer notre communauté. C'est le nerf de guerre. C'est aujourd'hui très important d'aller voir les Algériens de l'immigration et de rencontrer les partenaires étrangers. Le Parlement ne sera plus une boîte aux lettres, une boîte d'enregistrement, comme il était ? Alors j'insiste encore sur ça. Algérie 2.0, comme j'aime bien l'appeler, c'est la nouvelle Algérie. Inch'Allah, ce ne sera pas le cas. Inch'Allah, merci beaucoup, Hani Mohamed. Tarek Hafid, dernier mot ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut suivre avec attention ce qui va se passer prochainement, donc les prochaines législatives. Le président algérien a donc adressé un message au président français fraîchement réélu, donc il a invité à venir en Algérie. C'est quand même un signe intéressant. Puis après, on va voir ce qui va se passer. Et quand on voit les relations entre les deux pays, il ne faut pas prendre en compte uniquement, dire voilà, là c'est les responsables algériens, là c'est les responsables français. À l'intérieur, il y a des tendances. Il y a des gens qui préfèrent aller vers telle direction, etc. Donc c'est quand même assez complexe. Mais et il y a les peuples surtout. Et il y a surtout les peuples. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a cette relation très forte. Passionnelle quand même. Bien sûr. Quand il y a combien de familles franco-algériennes ? Il y a combien de familles franco-algériennes ? C'est quand même Par énorme. contre, Tarek Hafid veut y aller dans l'économie, privilégier l'économie plus qu'autre chose. Mais c'est l'économie qui dicte tout. Maintenant, c'est l'économie qui dicte tout. Si vous prenez par exemple, moi j'aime bien prendre des exemples, deux pays qui se sont déchirés, où il y a eu des crimes énormes qui ont été commis. L'Allemagne et la France. Pas uniquement, si on prend l'Arménie et la Turquie. Ouais. Maintenant, il y a quand même des échanges commerciaux. Il y a depuis quelque temps donc des vols commerciaux entre les deux pays. L'économie permet
d'aller là où le politique ne peut pas aller, où le diplomate a des difficultés à aller. Tarek Hafed, merci beaucoup d'être avec Merci à nous. vous. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste au Soir d'Algérie. Et Hani Mohamed, yatik saha. Merci d'être là. Merci à Tex Hagmat, et le gros bonjour à tous. Merci aussi à Mazuel Philippe qui était avec nous de Paris et aussi Dr Touaibia Yasmine. Merci à vous aussi et on se retrouve bientôt.